Quand les pèlerins anglais et hollandais du Mayflower débarquent au Cap Cod, c'est l'histoire de la colonisation des futurs États-Unis qui débute. En 1621, pour remercier le ciel de leur première récolte, ils inventent la fête de Thanksgiving. Fondés par des émigrants, les États-Unis accueillent ensuite des millions d'immigrants en quête de liberté, de démocratie, de travail ou de grands espaces. Le pays s'est construit grâce à l'immigration du XIXe et du début du XXe siècle. Comme ce personnage de Charlot, les immigrants rêvent d'une nouvelle vie durant leur traversée de l'océan. Mais la réalité n'est pas toujours à la mesure des espérances. La première vague d'immigrants provient d'Europe et fournit la main-d'œuvre d'une industrie en plein essor. Puis arrivent de nombreux Asiatiques, surtout des Chinois, dont les descendants ont créé leur propre ville au sein de certaines grandes cités. Si beaucoup d'immigrants s'établissent dans les villes de l'Est, à l'Ouest, l'or attire quantité de nouveaux venus, auxquels le chantier de construction du chemin de fer donne souvent du travail. En 1892, l'ouverture à New York du centre d'accueil d'Ellis Island répond à la croissance du flux d'immigration. Mais bientôt, la jeune nation découvre à son tour la ségrégation, le chômage et les bouleversements sociaux. Édictées à partir de 1862, les mesures contre l'immigration sont de plus en plus sévères. Aujourd'hui, pour des Mexicains, des Cubains et bien d'autres, la terre promise, si proche, est pourtant hors de portée. Au XVIe siècle, plusieurs millions d'Indiens occupent l'Amérique du Nord, où ils forment une constellation de peuples et de cultures. Chasseurs, guerriers, nomades ou sédentaires, les Indiens sont fiers et libres. Mais, comme celle d'Amérique du Sud, leurs sociétés vont payer un très lourd tribut aux colonisateurs européens. Parmi les fondateurs des premières colonies, certains, comme William Penn, sont loyaux envers les premiers habitants du Nouveau Monde. Les trappeurs organisent de fructueux commerces avec les Indiens. Et quoique certains pionniers gagnent le respect des chefs, le choc brutal des deux civilisations aboutit à la perte des territoires indiens qui deviennent la terre promise des immigrants. Avec Nuage Rouge et ses successeurs, les Sioux sont parmi les plus farouches résistants, mais les chercheurs d'or envahissent les collines sacrées. Dans les plaines, le bison est exterminé. Et l'armée, guidée par des éclaireurs comme Wild Bill Hickok, vient à bout des révoltes indiennes. Sitting Bull dit aux Blancs : « Nous tuons les bisons pour nous nourrir et nous vêtir. Vos jeunes hommes les massacrent pour le plaisir. Et vous nous traitez de sauvages ? Eux, que sont-ils » Finalement, après la capture de Geronimo en 1886, la mort de Sitting Bull et le massacre de Wounded Knee en 1890, les guerres indiennes vont s'achever. Aujourd'hui, les Américains reconnaissent leur responsabilité dans l'étouffement des sociétés indiennes. Les Indiens, eux, ont appris à se débrouiller dans les villes ou en milieu rural. Comptant parfois sur leurs talents spécifiques comme ouvriers, comme artistes ou artisans, entre curiosité touristique et communauté moderne, mais sachant préserver leur culture et lutter pour leurs droits. La conquête de l'Ouest est la plus grande épopée des États-Unis, et cette victoire sur l'immensité marque toujours l'état d'esprit américain. Les premiers États sont tous à l'Est, sur la côte atlantique, et dès l'indépendance, la promesse d'un nouvel espace riche et vierge, la terre offerte, l'or à l'autre bout du continent, tout cela pousse des millions d'immigrants vers l'Ouest. Mais les terres traversées par les pionniers, celles où ils s'installent, sont déjà occupées par des Indiens. Et pour ces authentiques premiers Américains, les relations avec le colonisateur blanc seront une suite de conflits dramatiques et de compromis. Leurs attaques entraînent des mesures de protection militaire et des représailles sanglantes. Des traités accordent aux Indiens dépossédés de leurs terres le droit de s'établir dans des réserves, mais les traités sont oubliés quand les pionniers se ruent sur l'or des réserves. Ennemi juré des Indiens, le colonel Custer est tué avec ses hommes par les guerriers de Sitting Bull et Crazy Horse. Mais il y a le train, formidable outil de conquête du territoire, qui attire de nouveaux immigrants venant travailler sur les voies. L'extermination des bisons est en cours. Quand les ouvriers du chemin de fer font appel à Buffalo Bill, celui-ci abat bien plus de bisons qu'il n'en faut pour les nourrir.
Une autre figure du Far West, Davy Crockett, s'est rendu célèbre en combattant les Indiens. Il connaîtra une fin héroïque au cours de la guerre d'indépendance du Texas contre le Mexique. Après les pionniers, les cow-boys. L'essor industriel de l'Est fait naître un immense marché pour les ranchs du Texas. Des garçons de ferme conduisent le bétail sur un trajet long et périlleux vers les gares du Kansas. Là, ils dépensent leur paye dans les saloons, où joueurs professionnels et prostituées ont au fait de les dépouiller. L'Ouest a aussi ses dames. Calamity Jane n'en est malheureusement pas le modèle le plus présentable. Brutal et chatouilleux de la gâchette, ce garçon manqué mérite bien son surnom. Enfin, et les westerns en ont fait leur fonds de commerce, l'Ouest a ses mauvais garçons. Jesse James sera tué par un ancien compagnon qui touchera la récompense. Mais les frères James paraissent inoffensifs à côté de Billy the Kid. C'est au Nouveau-Mexique que le shérif Pat Garrett fait entendre raison aux jeunes meurtriers, à coups de revolver. Dans leur immensité, les superbes paysages du continent américain semblent recéler des ressources inépuisables. Pourtant, avec la fièvre de l'or qui s'est emparée des pionniers du XIXe siècle, les riches filons se sont appauvris, dans le même temps que croissait le nombre et l'appétit des mineurs. C'est d'abord la découverte d'or en Californie en 1848 qui entraîne 100 000 personnes sur la route de l'Ouest. Des villes, comme la future San Francisco, explosent littéralement. Pourtant, non seulement les méthodes sommaires de prospection gaspillent les ressources, mais dans les mines qui crèvent le paysage règne la loi du plus fort. Les conditions de vie précaires, l'hygiène et les soins inexistants transforment en mortel cauchemar le rêve de milliers de malheureux. En 1858, c'est vers le Colorado qu'on se rue, là où se trouve maintenant la ville de Denver. En 3 ans, tous les filons sont épuisés. Partout, les Indiens subissent les conséquences de l'afflux des mineurs. En 1876, Sitting Bull et d'autres chefs défendent farouchement les collines sacrées des Sioux. Après la ruée vers l'or du territoire du Yukon en 1898, au Canada, des milliers de prospecteurs passent en Alaska. Beaucoup meurent de faim, d'épuisement ou de froid, dans des circonstances que seul Charlie Chaplin parvient à évoquer avec humour. Mais aujourd'hui encore, l'or exerce son attrait. Et finalement, faute d'enrichir les foules de prospecteurs, l'or de Californie, du Colorado, de l'Arizona ou de l'Alaska aura contribué à faire naître la légende de l'Ouest. Aux États-Unis, pendant 2 siècles, plus de 10 millions d'Africains auront été soumis au régime de l'esclavage. Légalisé en 1650, l'esclavage se développe surtout dans le sud pour la culture du coton et du tabac. Déportés d'Afrique dans des conditions inouïes, les esclaves qui survivent au transport deviennent les instruments d'un système économique qui tout entier s'est construit sur eux. L'invention de l'égreneuse à coton en 1793 augmente le besoin de main-d'œuvre servile. Travailleurs forcés vendus comme des animaux, les esclaves n'ont comme réconfort que la compagnie des leurs et la religion. En 1860, l'arrivée au pouvoir d'un adversaire résolu de l'esclavage, Abraham Lincoln, entraîne la sécession des États du Sud, esclavagistes, et plonge le pays dans la guerre civile. Les hostilités s'engagent le 13 avril 1861 lorsque les confédérés sudistes prennent Fort Sumter à Charleston. L'année 1862 marque un tournant positif pour les nordistes. Battus à Shiloh par les troupes du général Grant, les sudistes doivent également s'incliner à la Nouvelle-Orléans, et le grand général sudiste Robert Lee perd la bataille d'Antietam. Les succès militaires renforcent le camp abolitionniste et Lincoln proclame l'émancipation des esclaves. La bataille de Gettysburg, qui oppose les hommes du général Lee aux nordistes en juillet 1863, est l'une des plus sanglantes de la guerre de sécession. Elle tourne à l'avantage du Nord. En dépit de l'assassinat de Lincoln le 14 avril 1865, la victoire des nordistes est totale et l'esclavage définitivement aboli. Une page sombre de l'histoire des États-Unis est tournée. La guerre civile aura coûté la vie à 600 000 Américains. Jazz, blues et rap
sont des expressions de la musique afro-américaine née du mariage des musiques traditionnelles noires et européennes. Issu des negro spirituals et des gospels, chants religieux des esclaves, le blues est aux sources du jazz. Il plonge profondément ses racines dans la vie des esclaves noirs. Il est l'expression d'une tristesse, d'une mélancolie, mais aussi d'une philosophie. Le ragtime, qui naît à la fin du XIXe siècle, est beaucoup plus une musique de joie et de divertissement. Après Scott Joplin, Fats Waller en prolongera le succès. C'est à la Nouvelle-Orléans que prend forme le jazz. À partir de 1925, Louis Armstrong impose sa joyeuse puissance improvisatrice. À la même époque, le pianiste-compositeur Duke Ellington et son orchestre répandent la fièvre du swing. Musique de liberté et d'improvisation, le jazz connaît bien des bouleversements. Le style bebop, avec Charlie Parker, est une véritable révolution. Son compagnon, Miles Davis, traversera tous les courants en intégrant magistralement les tendances du jazz. Autre révolution due à des musiciens comme Ornette Coleman, le free jazz, la libération mélodique et rythmique totale, dont le succès sera temporaire, mais l'impact profond. John Coltrane, lui, explore d'autres formes de composition et d'improvisation qui le rapprochent du free jazz, mais aussi des traditions orientales. Quant à Sonny Rollins, avec le son colossal et jovial de son saxophone ténor, il demeure l'un des derniers survivants des géants du jazz. Grande interprète, Ella Fitzgerald est aussi une improvisatrice qui fait swinger sa voix comme un instrument dans un style qu'Armstrong a mis au point. À l'image de Stan Getz, connu surtout pour son habile synthèse du jazz et de la bossa nova, de plus en plus de blancs se font une place de choix dans cet univers de noirs. Depuis les années 50, le jazz devient moins américain, mais d'autres mouvements naissent de la communauté noire des États-Unis. Du rhythm and blues et de la musique soul de Stevie Wonder, au rap par lequel chanteurs et DJ expriment dans d'audacieux mixages leur vision de la société urbaine en crise. Pendant près de 20 ans, l'exploration spatiale est restée un domaine où s'affrontaient seuls les États-Unis et l'URSS. Entre 1957 et 1961, les Soviétiques prennent une bonne longueur d'avance. Mais John Kennedy déclare qu'avant la fin des années 60, il y aura un Américain sur la Lune. Personne ne sait encore vraiment comment s'y prendre. Toujours est-il que John Glenn devient le passager du premier vol habité américain 10 mois après Youri Gagarin. Puis, en 1965, Edward White marche 20 minutes dans l'espace, mais le Russe Leonov l'a précédé. Finalement, c'est dans la course à la Lune que les Américains connaîtront le succès. Avec Apollo 8, 3 Américains tournent autour de la Lune en 1968, alors que la sonde Pioneer 10 quitte la Terre, porteuse d'un message aux autres habitants de la galaxie. Le programme Apollo est le plus ambitieux et le plus coûteux de la NASA, alors que les Soviétiques connaissent des difficultés, et le 21 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur l'astre de la nuit, concrétisant la promesse de Kennedy. Jusqu'en 1972, les missions Apollo se succèdent sur la Lune. Tout ne marche pas toujours parfaitement et les 3 passagers d'Apollo 13 échappent de peu à la mort. Après l'exploit du programme Apollo, les ambitions sont revues à la baisse et les années 80 voient apparaître une nouvelle génération de véhicules, les navettes spatiales réutilisables qui mettent en orbite des satellites commerciaux. Aujourd'hui, après l'exploration de Mars par un robot américain, les projets les plus ambitieux réunissent les rivaux d'autrefois auxquels se joignent les Européens. Une nouvelle station spatiale doit remplacer la vieille station russe Mir et on pense sérieusement à un vol habité pour Mars. Au pays des grands espaces, la voiture s'impose comme une nécessité absolue. Mais c'est aussi un objet de rêve, un symbole de pouvoir et de liberté. Les États-Unis sont par excellence le pays de l'automobile. C'est autour d'elle que de nombreuses villes se sont construites. Un Américain parcourt en moyenne 12 500 km par an, et il n'est pas rare qu'une famille possède 2, voire 3 voitures. La voiture est là-bas un véritable mode de vie. On téléphone, on mange, on va au cinéma sans quitter sa voiture.
C'est Henry Ford qui se lance le premier dans la production à grande échelle. En 1903, il crée la Ford Motor Company. Et 5 ans plus tard, le premier modèle en série, la Ford T, sort de son usine de Détroit. Deux autres grands constructeurs, Chrysler et General Motors, s'implantent également à Détroit, ce qui vaut à la ville son surnom de Car City. La demande à l'époque est déjà très forte. Ford rationalise la production, divise le travail et développe le crédit. Sa méthode inspirera bien des constructeurs. Les modèles qui sortent des usines de Détroit sont à la démesure du pays. On ne se soucie guère des problèmes de parking et on choisit les grosses cylindrées. Aujourd'hui pourtant, il faut compter avec la concurrence japonaise ou européenne et les constructeurs s'adaptent au goût du jour. La belle époque de l'industrie automobile est révolue, mais la magie continue d'opérer. Les voitures de luxe font toujours rêver et dans les stations chics de Floride, on fait assaut d'excentricité. Le cinéma s'est emparé du culte de l'automobile. Dans les Blues Brothers, les cascades sont extraordinaires. Et Thelma et Louise s'échappent de leur univers sclérosé en roulant sur des kilomètres à perte de vue. La voiture les conduira au bout de leurs rêves. Jusqu'au XIXe siècle, la littérature occidentale est européenne. Mais parmi les premiers grands écrivains américains, Edgar Poe s'impose déjà en maître du fantastique et inventeur du roman policier. Ces histoires macabres et fascinantes sont traduites par Baudelaire. Puis, Herman Melville explore d'autres dimensions, Moby Dick, la baleine blanche et la monstrueuse personnification de l'obsession, de la chimère, pour laquelle on sacrifie tout. Comme Melville, Jack London tire de sa vie aventureuse les sujets de ses romans publiés au début du XXe siècle. À l'opposé, Henry James livre une minutieuse étude de l'aristocratie. Ce peintre subtil de la psychologie et des sentiments partira vivre en Europe en 1875. Un autre observateur de la haute société, Francis Scott Fitzgerald, suit jusque dans la dérision ou le désespoir ces héros de la vieille Amérique capitaliste. Désespoir aussi dans les pièces de Tennessee Williams, qui explorent les méandres de la névrose à travers des personnages désaxés, frustrés, tendres ou destructeurs. Et puis, il y a Hemingway, et la puissance si convaincante de son écriture, qu'il doit peut-être à la sincérité de ses engagements dans les grands événements du XXe siècle. John Steinbeck incarne lui aussi la conscience de l'Amérique, prenant parti pour le travailleur face à la société, pour les êtres simples et démunis. La littérature américaine, c'est aussi la science-fiction. Véritable scientifique et grand pédagogue, Isaac Asimov explore vite tous les aspects de ce genre. Un siècle après Edgar Poe, voici l'autre maître américain du fantastique, Lovecraft. Surgi de l'espace ou du néant, les forces maléfiques qui hantent ses ouvrages sont devenues des références du genre. Du fantastique à l'horreur, il n'y a qu'un pas. Depuis que Stephen King l'a franchi, on ne compte plus ses succès. Les États-Unis accueillent aussi les littératures du monde. Isaac Bashevis Singer ressuscite dans sa langue d'adoption la mémoire de la Pologne juive anéantie par la barbarie nazie. Pour le roman policier, le polar à l'américaine, il y a entre autres Raymond Chandler et son détective privé Philip Marlowe, immortalisé par Humphrey Bogart. L'Amérique, c'est aussi les best-sellers mondiaux. Avant Michael Crichton et Jurassic Park, il y a eu John Irving et Le Monde selon Garp. Enfin, James Ellroy, comme d'autres représentants de la génération actuelle, se livre à son tour à une critique aiguë de la société américaine. Hollywood, mot magique, synonyme de gloire et de luxe, associé à la domination du cinéma Made in USA. Ces studios ont réalisé à la chaîne des superproductions au succès planétaire, comme le monumental Ben-Hur. Aujourd'hui, les séries télé remplacent souvent les grands films, mais il y a toujours foule à Sunset Boulevard, et Beverly Hills demeure le village des stars. En 1910, quand le premier film est tourné à Hollywood, le futur centre mondial du cinéma n'est qu'un petit faubourg de Los Angeles. Mais les réalisateurs aiment ce lieu pour la proximité des fabuleux décors naturels de Californie. C'est surtout le cas de Cecil B. DeMille, auteur de grandes fresques historiques, et de John Ford, le grand maître du western. Presque tous les classiques du cinéma américain voient le jour à Hollywood.
La loi du marché fait que peu de réalisateurs ont les moyens de s'écarter des sentiers battus. Ce sera tout de même le cas de Orson Welles en 1941. Avec Citizen Kane, il révolutionne les méthodes cinématographiques. À Hollywood, on fabrique aussi les légendes du cinéma, gage de succès pour les films. La fragile Marilyn est le plus émouvant symbole du Star System. À la fin des années 40, quand la paranoïa anticommuniste du sénateur McCarthy et la concurrence de la télévision dérèglent la machine hollywoodienne, la production chute, mais le Star System survit. Et à partir des années 60, la capitale du cinéma travaille de plus en plus pour la télévision. Mais la fascination opère toujours, et c'est à Hollywood qu'ont éclos de grands genres cinématographiques, comme le film policier, avec les personnages inoubliables d'Humphrey Bogart, la grande comédie romanesque, avec son film culte « Autant n'emporte le vent », la comédie musicale, qui distille le bonheur en danse et en chansons, ou encore la comédie de mœurs ou comédie américaine, fable sophistiquée chez Lubitsch, réflexion sociale chez Capra. Ces deux cinéastes viennent d'Europe, et comme le très britannique Hitchcock, de grands réalisateurs étrangers ont aussi tourné pour Hollywood. Unis dans la lutte contre le nazisme, les États-Unis et l'URSS ne tardent pas à se disputer le leadership mondial. Pas de combat direct entre les deux rivaux, la guerre froide se joue sur d'autres terrains. Le président Truman mobilise les Américains dès 1947 contre le système soviétique. Il développe l'arsenal nucléaire et fonde une alliance militaire internationale, l'OTAN. L'Allemagne devient bien contre son gré un enjeu du conflit. Construit en 1961, le mur de Berlin deviendra le symbole du clivage Est-Ouest. À la fin des années 40, le communiste est devenu l'ennemi à abattre. Le sénateur McCarthy lance la chasse aux sorcières. Des hommes politiques, des artistes sont accusés d'activités subversives. Les époux Rosenberg sont exécutés. En 1950, le conflit se noue par l'intermédiaire de la Corée. Lorsque les communistes nord-coréens envahissent le sud de la péninsule, les Américains envoient leurs troupes défendre Séoul. Mais chacun connaît les limites à ne pas franchir. Le général MacArthur, qui prend position pour une extension du conflit à la Chine devenue communiste, doit quitter le commandement des forces étrangères en Corée. Dans ce contexte de tension, les États-Unis n'apprécient guère l'arrivée de Fidel Castro à Cuba. Ils imposent un embargo et favorisent le débarquement d'un commando dans la célèbre baie des Cochons. L'opération, qui est un échec, creuse le gouffre entre l'Est et l'Ouest. Octobre 1962. Cette fois, on croit vraiment à l'imminence d'une guerre nucléaire. Des missiles installés à Cuba avec l'aide des Soviétiques menacent les États-Unis. Mais là encore, on saura s'arrêter avant l'affrontement. Les Soviétiques acceptent de démonter leurs fusées. L'arrivée au pouvoir de Kennedy, partisan de la coexistence pacifique, contribue à normaliser les rapports Est-Ouest. En juin 63, le président appelle à la fin de la guerre froide et lance son fameux « Ich bin ein Berliner » « Je suis un Berlinois ». À l'Est, le régime soviétique écrase toute tentative de démocratisation dans les pays qu'il contrôle, comme la Tchécoslovaquie. Mais bientôt, la détente s'amorce avec l'Ouest. Nixon se rend à Moscou en 1972. C'est la première visite d'un président américain en URSS. Quelques années plus tard, Moscou et Washington s'accordent sur une imitation de la course aux armements. L'arrivée de Gorbatchev au Kremlin, puis la décomposition de l'Union soviétique, mettent un terme à la guerre froide. Le système communiste a vécu. Le mur de Berlin s'écroule sous les assauts des partisans de la démocratie. Plus rien n'entrave la réconciliation Est-Ouest. Aujourd'hui, ni Moscou ni Washington n'ont renoncé à leurs ambitions de puissance mondiale, mais les deux pays coopèrent dans bien des domaines, en particulier dans le domaine spatial. À New York, capitale financière et commerciale des États-Unis, dans le cœur historique de la mégalopole, sur l'île de Manhattan, se dressent les gratte-ciel du quartier financier. Là, dans Wall Street, se trouve la bourse de New York, l'une des toutes premières au monde, avec Londres et Tokyo. Dans les années 20, toutes les banques de la ville étaient à Wall Street. Faute de place, beaucoup depuis ont déménagé. Le temple financier a son trésor, le dollar, dans lequel sont libellés les 2/3 des échanges commerciaux mondiaux. Wall Street a affiché ces dernières années une santé insolente. Sur 8500 sociétés américaines cotées en bourse, 4000 le sont depuis moins de 10 ans.
Mais il faut aussi compter avec la concurrence des autres places boursières de Londres et de Tokyo, ainsi que Francfort et Paris. Wall Street, avec ses professionnels ambitieux et leurs puissants clients, est un superbe sujet pour le cinéma. Parfois, pourtant, la réalité dépasse la fiction. Car Wall Street a vécu de graves crises dont le monde entier a subi les conséquences. La plus considérable demeure celle de 1929, due à une spéculation effrénée. Après ce jeudi noir de 29, il y eut le lundi noir d'octobre 87, avec une brutale et angoissante chute des cours. Mais contrairement à celle de 29, la crise ne dura que quelques semaines. Tennis, natation, athlétisme, golf, boxe. Dans ces disciplines, des Américains se sont imposés au tout premier rang, faisant croître la popularité de sports comme le basket avec Magic Johnson, et surtout Michael Jordan, l'un des sportifs les mieux payés de la planète et un modèle pour des millions de jeunes. C'est un Américain, Jim Thorpe, qui est considéré comme le meilleur athlète des temps modernes depuis qu'il a remporté à la fois le décathlon et le pentathlon aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Autre athlète historique, le noir américain Jesse Owens domine les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, aux grandes dames d'Hitler, obsédé par la prétendue supériorité de la race blanche. La flamboyante Florence Griffith Joyner remporte la médaille d'or du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4x100 mètres à Séoul en 1988. La performance de Jesse Owens est reproduite à Los Angeles en 1984 par Carl Lewis qui aura remporté dans sa carrière 9 médailles d'or olympiques. Aujourd'hui, c'est Michael Johnson qui mène l'athlétisme olympique. En natation, il y a d'abord Johnny Weissmuller qui, avant de devenir Tarzan au cinéma, détient le record du monde de nage libre et remporte 5 médailles olympiques entre 1922 et 1928. S'il se contente de 2 médailles d'or en 1968 à Mexico, Mark Spitz en remporte 7 à Munich en 1972, battant à chaque épreuve le record du monde. En 1988, à Séoul, les Américains font à nouveau une récolte de médailles d'or en natation. Janet Evans en rapporte 3. En golf, le champion incontesté est un Américain, Jack Nicklaus, avec 18 titres du Grand Chelem de 1962 à 1986. En tennis contemporain, il faut d'abord citer Chris Evert, avec ses 18 titres dans des tournois du Grand Chelem. Le turbulent John McEnroe remporte 10 titres, mieux que Jimmy Connors, mais ce dernier est numéro 1 mondial pendant 5 ans. Record qui est sur le point de battre Pete Sampras. En boxe, après Joe Louis et Sugar Ray Robinson, il y a Cassius Clay, alias Mohamed Ali, personnage hors du commun, le seul à avoir reconquis 2 fois son titre de champion du monde. Les ressources naturelles des États-Unis, qui semblaient inépuisables au XVIIIe siècle, furent bien souvent mises en coupe réglée par les pionniers dès le siècle suivant. Pour sauver les plus beaux sites, l'administration fédérale a pris rapidement des mesures et créé des parcs nationaux. Le plus ancien au monde, celui de Yellowstone, date de 1872. La vallée du Yosemite, avec ses falaises et ses grandioses chutes d'eau, devient en 1890 le premier parc de Californie. Puis, quantité de lieux bénéficieront du statut d'aire protégée. Crater Lake, dans l'Oregon, un ancien volcan occupé par un lac, la spectaculaire Monument Valley, paradis du western, les voûtes rocheuses d'Arch National Park dans l'Utah, et le parc tropical des Everglades en Floride, aux marécages bien fréquentés. Au summum de la démesure, il y a le Grand Canyon de l'Arizona, creusé depuis des millions d'années dans le plateau calcaire du Colorado. Dans les forêts de Californie, les séquoias géants sont rois. Ces conifères peuvent vivre 3000 ans et atteindre 140 mètres de haut. L'érosion qui rend la terre stérile peut aussi créer des paysages extraordinaires, comme celui du parc des Badlands dans le Dakota du Sud. Quant à l'Alaska, cet État du Grand Nord renferme les parcs nationaux les plus vastes des États-Unis. Chaque chaîne de montagnes a ses parcs naturels. Dans les Rocheuses se dressent les paysages alpins du Rocky Mountain National Park. Et plus au nord, près de Yellowstone, ceux du parc du Grand Teton.
À l'ouest, un grand volcan de la chaîne des Cascades, le mont Rainier, dresse ses flancs couverts de glaciers au milieu d'un parc non loin de Seattle. Et à l'est, dans le massif des Appalaches, les Great Smoky Mountains offrent intacts leur superbe décor de forêt.